Volodymyr Zelensky affirme que 8 civils, dont un bébé, ont été tués à Odessa après des attaques aériennes des forces russes. Le ministère russe de la Défense confirme qu'il a bien effectué des frappes dans la zone pour viser un aérodrome militaire, mais nie avoir ciblé des civils. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, n'est pas de cet avis. Il estime que le seul objectif des frappes de missiles russes sur Odessa est la terreur et que la Russie doit être désignée comme un État soutenant le terrorisme et traitée en conséquence. À Mariupol, les derniers combattants ukrainiens sont toujours retranchés avec des civils dans l'usine sidérurgique Azovstal. Sur cette vidéo, on peut voir des femmes et des enfants. Leur évacuation a pour l'instant échoué. Cette situation critique a été évoquée par le président ukrainien lors de sa dernière conférence de presse tenue dans une station de métro. Nous avons dit que nous étions prêts à accepter n'importe quel format d'échange pour notre peuple qui est piégé dans cette terrible situation, dans un environnement aussi sanglant. Mais quand le président russe a dit récemment, on m'a montré son message, qu'il restait une citadelle mais qu'il ne l'attaquerait pas et qu'après cela, en 2 heures seulement, ils ont commencé à la bombarder. Toute question de confiance n'est plus sur la table. Ayons au moins un dialogue pragmatique. Sur ces images satellites capturées par la société américaine Maxar Technologies, des fosses communes découvertes aux alentours de Mariupol. Selon les autorités locales, les soldats russes y transportent les corps des victimes. Des combats acharnés se poursuivent également autour de Kharkiv, à l'est du pays, où l'armée russe dit avoir procédé à plus de 1000 frappes en 24 heures. 3 villages situés au nord de la ville auraient toutefois été repris par les forces ukrainiennes. C'est le début d'une nouvelle vie, loin de Mariupol, pour Evgeny, Tetiana et leurs 4 enfants. Et la fin d'un long périple. Dans la gare de Zaporijia, ils attendent le train pour Lviv, la grande ville de l'ouest de l'Ukraine. Nous avons marché pendant 5 jours, de village en village. La nuit, des personnes âgées nous offraient un abri. Ils ont parcouru 100 km pour échapper à l'enfer après 2 mois terrés dans la cave de leur immeuble. Jamais les enfants ne se sont plaints du froid, de la faim ou de la fatigue. Nous n'avions aucune idée qu'ils étaient aussi forts. Ils sont vraiment très forts. Je suis très fière d'eux. Je ne peux pas mettre de mots sur ce que nous ressentons. Nous sommes vraiment fiers d'eux. Eh bien, c'était pas si effrayant. Ça a beaucoup tremblé quand ils ont frappé le bâtiment de 9 étages près de notre sous-sol. Il y avait beaucoup de poussière qui tombait du plafond. C'était plein de poussière et il y en avait dans l'air. Plus de 12 millions de personnes, soit plus d'1 quart de la population ukrainienne, ont été contraintes de fuir leur foyer depuis 2 mois. Nous n'oublierons jamais ce qui s'est passé, c'est impossible. Mais nous devons garder le moral et élever nos enfants. Élever leurs enfants, mais où? À cette question, plus de 5 millions d'Ukrainiens ont choisi à l'étranger, mais pour une durée la plus courte possible, espère-t-il. Décalage horaire oblige, les électeurs français d'outre-mer et de l'étranger ont commencé à voter ce samedi pour le second tour de l'élection présidentielle. Comme ici, au Palais des Congrès de Montréal, au Canada. Depuis vendredi minuit, la campagne est officiellement terminée en métropole. Les 2 candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sont interdits d'intervenir publiquement. Aucun sondage ou estimation de résultats ne peut être publié avant les résultats de dimanche 20h. En attendant l'ouverture des bureaux de vote en métropole, les Français résidant aux États-Unis sont allés voter au consulat de France de New York. Dans ce bureau de vote de Montreuil, en banlieue parisienne, on s'affaire pour que tout soit prêt avant l'accueil des premiers électeurs dimanche à 8h. Au total, plus de 48 millions de citoyens français sont appelés aux urnes ce week-end pour choisir leur président ou leur présidente pour les 5 années à venir.
Le sort s'acharne sur les mineurs polonais. C'est le deuxième accident cette semaine. 10 personnes sont portées disparues à la suite d'une secousse dans la mine de Zofiówka en Pologne ce samedi. Dans la mine de Pniówek, mercredi, un accident avait provoqué la mort de 5 personnes et on restait sans espoir pour 7 autres. La Pologne dépend toujours du charbon pour près de 70% de son énergie. Un bateau en détresse au large de la Libye, une alarme de la plateforme chargée de recevoir les appels de détresse des migrants en Méditerranée et le navire de Médecins sans frontières. 101 migrants ont été secourus ce samedi, dont 4 jeunes enfants et une femme enceinte. Depuis le début de l'année, plus de 8600 migrants ont atteint les côtes italiennes. Une manifestation contre les féminicides au Mexique. Des féministes sont descendues dans les rues de Monterrey pour demander justice pour la mort de Debany Escobar, 18 ans, qui avait disparu depuis le 9 avril. Son cadavre a été retrouvé dans la citerne d'un hôtel. Au Mexique, 10 femmes sont tuées chaque jour. Les chrétiens orthodoxes de Jérusalem ont célébré ce samedi la cérémonie du feu sacré à l'église du Saint-Sépulcre. Selon leur croyance, une flamme miraculeuse apparaît à l'intérieur de l'église le samedi précédant Pâques. La flamme a circulé de bougie en bougie, illuminant progressivement les murs de l'édifice, plongés dans l'obscurité. À l'extérieur, la tension était palpable, car cette année, Israël avait décidé de restreindre l'accès à l'église. Le but, éviter un nouveau drame un an après la bousculade géante qui avait fait 45 morts au Mont Méron lors de la célébration de la fête juive de Lag Baomer. L'incontournable Biennale d'art de Venise ouvre ses portes ce week-end. L'événement culturel créé à la fin du 19e siècle s'est imposé comme l'un des plus prestigieux. Ville de patrimoine et d'histoire, la Sérénissime se tourne également vers l'avenir en accueillant tous les 2 ans le meilleur de la création contemporaine. Pendant plus de 5 mois, les touristes habituels de Venise et les amateurs d'art pourront se faire une idée de l'état du monde à travers le prisme des artistes venus des 5 continents. Un rendez-vous incontournable qui entend cette année, à travers sa programmation et son titre générique de Milk of Dreams, le lait des rêves, réenchanté par l'art, un monde en plein bouleversement écologique et politique. Comme de coutume, chaque pays choisit un ou plusieurs artistes pour exposer dans son pavillon national. 2 immenses espaces au cœur de Venise, I Giardini, les jardins, et l'Arsenale accueillent également différentes expositions. La commissaire de cette 59e biennale, Cecilia Alemani, nous parle du Milk of Dreams, le thème principal de cette édition. Cela raconte l'histoire de ce monde où l'on trouve des créatures hybrides, des êtres magiques, et cela célèbre une sorte de liberté d'esprit qui m'a beaucoup manqué ces derniers temps. Je ne vais pas entrer dans les différentes interprétations du titre de la biennale, mais je pense qu'il montre le rôle de la dimension onirique et aussi une sorte de surréalisme dans l'exposition. Plus proche de la réalité, la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Les commissaires et artistes russes ont eux-mêmes décidé de ne pas participer à la biennale cette année. Le pavillon ukrainien est en revanche bien présent avec l'artiste Pavlo Makov. Son œuvre, Fontaine d'épuisement, Aqua Alta, se trouvait à Kiev lorsque la guerre a éclaté. Elle a depuis été miraculeusement reconstruite en Italie en un temps record. Pour l'artiste, né en Russie mais citoyen ukrainien, cette guerre est aussi celle de 2 cultures qui s'affrontent. Je suis né en Russie, mais depuis l'âge de 3 ans, je vis en Ukraine. Pour moi et pour nous tous en Ukraine, la citoyenneté signifie pratiquement tout. Ce pavillon est comme les autres, avant tout une représentation du pays. Et je me suis senti beaucoup plus citoyen qu'artiste au moment de la création. Comme je le dis souvent, derrière toute forme de guerre, il y a toujours un conflit culturel. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Cette année, la Biennale d'art de Venise met en avant les nombreux artistes qui soutiennent l'Ukraine. L'événement est ouvert jusqu'au mois de septembre.